Tant pis pour les retardataires. On va commencer dès maintenant. Alors, ce que je vous propose, on va revenir encore une fois sur le calcul différentiel et on va faire l'exercice CCP-MP de l'année dernière, qui était le premier exo de l'épreuve de l'année dernière sur le calcul diff. Toi, Florentin, tu es dans quel, t'es en MP ou en PSI? J'ai oublié. MP? PSI? Ok. Donc, je vais juste revenir sur la définition de ce que c'est que la jacobienne. Vous l'avez tous fait, la jacobienne en cours, normalement. Donc, juste, je refais un petit topo. On a F qui va de Rn dans Rp, a priori. OK? Qui a un vecteur X, qui s'écrit X1, Xn, associe F de X. Et F de X, il s'écrit F1 de X, Fp de X. OK? Moi, je vous ai dit, si on considère IA appartenant à Rn, on dit que F est différenciable en A si et seulement si, blablabla, on l'a vu la semaine dernière, F différenciable en A, et donc on a DFA qui est une application linéaire de Rn dans Rp. OK? Et comme c'est une application linéaire de Rn dans Rp, on peut se poser la question, c'est quoi la matrice de la différentielle? La matrice de la différentielle en A dans la base orthonormée ou la base canonique de Rn, en tout cas la base dans laquelle justement j'exprime mes vecteurs, c'est ce que j'appelle la jacobienne de F en A. Et la jacobienne de F en A, si on se souvient de ce qu'on a fait la semaine dernière avec les dérivées partielles, finalement, c'est... Est-ce que vous pouvez me donner les coefficients de la jacobienne de F en A en IJ? Déjà, I, il est entre quoi et quoi? J, entre quoi et quoi? Salut Karim. Karim, il s'est mis en mode détente. Il s'est fait un petit thé à la menthe. Karim? Il est parti. Bon. Alors, 2 secondes. Hein. On s'embrouille pas. On est d'accord que l'application linéaire va de Rn dans Rp. Donc, en fait, ici, ça va être l'image de E1, E2, En. Et là, dans la base, epsilon 1, epsilon P. OK? Donc, I, il appartient entre quoi et quoi, et J, il appartient entre quoi et quoi? Vas-y, Quentin, aide-moi, s'il te plaît. I appartient à un P Très et bien. J appartient à un N. Alors, 2 secondes. Pour les autres, parce que j'ai vu certains d'entre vous sont un peu surpris. C'est normal que I, il appartienne à un P, parce qu'en fait, c'est dans les espaces images. OK? Donc, en fait, il y a autant de lignes qu'il y a autant de lignes dans la matrice que la taille dans l'espace image. Ça, c'est l'algèbre linéaire de sup. Et ensuite, ça, c'est la définition. C'est d rond FI sur d rond IJ pris en A. OK? D rond FI sur d rond IJ pris en A. C'est la définition de la jacobienne. Et après, on va faire un exercice d'application dans 1 minute. On va juste faire une deuxième définition qui est à peu près évidente. C'est si on a F qui va de Rn dans Rp et G qui va de Rp dans Rq. OK? Si G rond F, si G, on suppose G c'est 1 sur Rp, F c'est 1 sur Rn, alors la différentielle de G rond F en A, c'est égal à la différentielle de G en F de A, rond la différentielle de F en A.
Salut Alexis. Deux secondes, il y a eu des retardataires, j'arrive. Deux secondes, je fais les vigiles, je laisse rentrer les gens. Salut Clément. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, tranquille. Salut Savan. Salut, salut. Ça va? Et ça va et vous? Ouais, tranquille. Alors attends. Salut Nathan. Salut, salut. Ça va? Ça va? Bah, super. Thomas, tu veux pas mettre ta caméra? Thomas, il veut pas, il est timide. Les autres, ils sont timides. C'est bon? Ouais, Thomas, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça fait longtemps. Alors là, t'es en quoi? T'es avec une tablette ou un téléphone portable? En téléphone. Téléphone, ok. T'arrives à bien voir quand même? Ouais. Ok, super. Bon, donc je refais un petit topo, un petit résumé pour les gens qui viennent d'arriver. Je répète. Là, je vais faire, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de faire ce que je trouve le plus important sur le calcul diff et ce qui tombe le plus souvent. Et ce que je trouve être le plus intéressant. Donc comme ça, vous allez voir, franchement, si vous comprenez ce qu'on fait là pendant 1 heure, normalement, avec ce qu'on a fait la semaine dernière, avec ces 2 heures-là, normalement, vous êtes bon sur le calcul diff, à peu près. Hein. Bon, faut bosser aussi un peu tout seul, mais bon. Donc je répète. Nous, là, aujourd'hui, ce que je viens de faire, j'ai introduit la notion de jacobienne. Nous, on a pris une fonction f de Rn dans Rp au départ. Je vous ai dit la différentielle, on dit que f est différenciable en A si et seulement si elle vérifie un certain nombre de propriétés. La propriété, c'est qu'elle est approximable par une application linéaire au voisinage de A. Salut Julie. Rentre dans la classe, c'est bon, tu peux rentrer, tu peux t'asseoir. Julie? Julie, je ne t'entends pas. C'est pas très grave. Oui, allô, Julie? Ouais, salut. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ouais, tranquille. Je vais juste te demander de couper ton son parce que ça résonne un peu quand je te parle. Je m'entends. J'ai une très belle voix, mais il ne faut pas abuser non plus. Ça fait bizarre. Donc, merci, Julie. Et quand tu voudras parler, je suis sûr que tu auras la réponse à toutes mes questions. Il suffira que tu te remettes ton son. Je te mets moi-même pour être sûr que… C'est bon, je t'ai coupé moi-même le son, comme ça, tu n'as pas à le faire. Bon, donc, je répète. On dit que f est différenciable en A si et seulement si au voisinage de A, f est approximable par une application linéaire. Ce petit mouvement des bras que je fais, c'est dans le cas où on est dans une fonction de R2 dans R, j'ai une surface. Si ma surface est suffisamment régulière, si je fixe un point de la surface, je dis que je dis que la fonction, bon, la surface est une représentation graphique, ma fonction est différenciable en ce point-là, s'il existe une application linéaire qui approxime la fonction au voisinage de A. C'est l'application linéaire tangente, c'est la différentielle en A. Dans la mesure où cette différentielle, quand je suis Rn dans Rp, c'est une application linéaire de Rn dans Rp, elle a une matrice, une représentation matricielle. La matrice de la différentielle en A s'appelle la jacobienne. C'est tout. Et donc maintenant, la question c'est, mais que valent les coefficients de cette matrice? Les coefficients de cette matrice, c'est les différentes dérivées partielles des différentes composées de f dans chacune des variables. Donc je l'ai effacé juste avant que vous arriviez, mais l'idée c'est que si j'ai f qui a x qui vaut x1, xn, associe f1 de x, fp de x, donc p c'est la taille de l'espace d'arrivée et n c'est la taille de l'espace de départ, et ben la jacobienne, ses coefficients ij, c'est d rond fi sur d rond xj, pris en A. Ok? I, ben, il appartient à 1b, c'est le i d'ici. J, il appartient à n, c'est le j de là. Et ça, c'est une définition. Avec ce qu'on a fait la semaine dernière, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi c'est ça. Mais il n'y a même pas besoin on ne va pas se casser la tête. Pour l'instant, on va juste apprendre la définition de la jacobienne. Ok? Salut Inde, je t'ai pas dit bonjour. Salut, oui. Ça va? Ça va, oui. Et vous? Super. Ouais, tranquille, merci. Donc, ça c'était le premier résultat, c'est une définition. Le deuxième résultat que je donnais juste avant que vous arriviez un peu tous en même temps, là, c'est que dans le cas où j'ai G et F, donc j'ai F de Rn dans Rp,
GG de RP dans RQ, on va supposer que F et G sont différenciables. On a F différenciable en A, on a G différenciable en F de A. Alors, la différentielle de G en F en A, c'est la différentielle de G en F de A rond la différentielle de F en A. Je n'ai pas dit de bêtises? Non, c'est ça. OK? Non, vous avez fait ça en cours, on est d'accord, hein? Pas toi, Florentin? Pas toi, Midi non plus? Mais c'est au programme de PC, hein. Un Ouais, Blix. non, mais on a à peine entamé en fait notre dernier cours. Alors, moi, je vais vous donner tout de suite l'exo CCP. Pour moi, si vous faites l'exo CCP, vous avez capté. Sur le délire, vous avez compris le cours. Donc, je vais vous l'envoyer tout de suite par chat. Vous allez me dire si vous le recevez bien. 2 secondes. Alors, est-ce que vous l'avez tous vu normalement? Donc, c'est CCP 2017, MP Math 1. Merci Romain. Les autres, vous l'avez, hein? Ouais. Alors, vous ouvrez le sujet, excusez-moi, on fait l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je suis sûr, l'exercice 1, là, la proportion de gens qui n'ont pas les points, je suis sûr, elle est énorme. Enfin, je suis sûr, soit vous connaissez votre cours, c'est facile, soit vous connaissez votre cours de calcul diff parce que vous pensez que vous avez fait de la physique et donc, ouais, je connais des ronds U, des ronds N, là, vous allez faire avec n'importe quoi. Pour moi, c'est sûr. CCP 2017. Walid, Ouais. envoie un message à Kenza. Je crois qu'elle a oublié, mais tu peux lui dire que c'est toujours pas trop tard pour venir. En fait, juste, si tu peux lui envoyer toi, c'est parce que Ouais, ok, ouais, je vais essayer. relais-toi si tu veux. Oui, enfin, je fais ça parce que j'avais pas mon portable à côté, mais ça marche. Je vais lui envoyer tout à l'heure. Quand je ferai dans une petite pause, je lui ferai. T'inquiète. Ouais, c'est bon, c'est bon, je vais le faire. Merci, merci Alexis. Alors Julie, j'ai entendu dire que toi, tu étais vraiment une professionnelle du calcul différentiel à Blaise Pascal. Donc, si tu veux le corriger, t'es la bienvenue. Ouais, Julie, quoi? Là, ton son est coupé. Non, là, ton son est coupé. Il faut que tu le remettes. J'avais oublié que mon son était coupé. Ok, voilà. Donc si tu veux le corriger, sens-toi à l'aise, hein, Julie, si tu sais comment faire. Non, je sais pas. Ok. Désolé, Kenza. Fallait pas arriver en retard. L'autre Kenza, il y a 2 Kenza. Salut Kenza. Ça va? Ah, ton son est coupé. On t'entend pas, Kenza. Non, 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 je t'entends pas. Je t'entends pas et pourtant, je n'ai pas coupé ton son.
pense qu'il faut que tu regardes tes paramètres, de rejoindre l'audio. Je pense qu'il faut que tu écrives rejoindre l'audio en bas à gauche. Normalement, Karim, on ne devrait pas accepter le retardataire. Mais c'est bientôt les concours, je ne vais pas rajouter des problèmes aux gens. C'est pas grave. Il y a un nouveau Adrien Tan. Alors, vas-y, mets ton micro, présente-toi quand même. Adrien Tan. Et toi, tu es en quelle prépa? En MP à Janson Seuil. Oh, Janson, t'es un ami de Grégoire ou pas? Ouais, on est de la même classe. Ouais. Mais Grégoire, non, pas Grégoire. Non. Il est en PC étoile, Grégoire. Ah oui, non, pas le même Grégoire alors. Ah, excuse-moi, ok. Je pas créer des problèmes. Ok. Ok, donc c'est parti. On fait cet exercice. Pour les nouveaux, pour les gens qui viennent d'arriver, le sujet est dans le chat. Oui, ça va? J'ai la 1 si possible. Enfin, si... Ok, alors, on revient. Attends, alors on a F2, on a F qui va de R2 dans R, qui a XY associe sinus de X carré moins Y carré. On a G qui va de R2 dans R2, ok, qui a XY associe X plus Y, X moins Y. Ok, super. Et après, nous demande première question. Alors, comment tu justifies que F et G sont différenciables en tout vecteur? F et G sont de classe C infinie par composition de fonctions polynomiales et du sinus, enfin pour F et polynomial tout court pour G. Exactement. Et donc Je ne vais même pas l'écrire au tableau, c'est F et G sont C infini parce que ce sont des composés de fonctions et polynomiales et de la fonction sinus dans chacune des composantes. Ah. Ok. Je répète, la fonction F, vous avez un théorème dans votre cours, lorsque j'arrive dans RP et que mes fonctions RP, c'est des fonctions à valeur, mes fonctions FI, si chacune de mes fonctions FI sont C infini, c'est que la fonction est C infini. Okay. Donc ici, vous avez x plus y et x moins y, c'est C infini par rapport à x et y. Et sinus aussi, c'est infini, tout est C infini. Voilà. OK? Donc, maintenant, on va écrire la matrice jacobienne de F et de G en XY. Donc, on considère la différentielle de F en XY et la matrice jacobienne de F, jacobienne de F en XY. Donc, ça va être une matrice pour F, Savane, ça va être une matrice de combien de lignes, combien de colonnes? Une ligne de colonne. Exactement. OK. Et donc, le premier coefficient, c'est quoi? J'ai 2x cosinus de x carré moins y carré. Exactement. Cosinus x carré moins y carré. Et là? Moins 2y cosinus de x carré moins y carré. Exactement. D rho FI sur D rho XJ. FI, ici, il n'y en a qu'un. Et les XJ, c'est X et Y. OK. Et ensuite, la jacobienne de G en XY. Donc, cette fois-ci, sa balle, c'est une matrice de quelle taille? C'est archi important d'avoir ça en tête. Hein, ouais. C'est une matrice de 2. Exactement. Et donc, on a ici, juste j'ai écrit, on a D rond G1. Si on appelle ça la fonction G1 et on appelle ça la fonction G2 de XY, G1 de XY, G2 de XY. La première ligne, c'est D rond G1 sur D rond X en XY. Ici, D rond G1 sur D rond Y en XY. Ici, D rond G2 sur D rond X. Et chaque petit détail, le calcul diff, si on ne comprend rien, c'est horrible. Il y a trop de notation. Mais si vous comprenez, c'est élémentaire. Donc, sur la ligne, c'est la même fonction qui est là. À chaque ligne, c'est la même fonction que je vais dériver. Et je vais changer la variable par rapport à laquelle je dérive. Et là, c'est D rond G2 sur D rond Y en XY. Là, heureusement que c'est HD parce que j'ai une écriture dégueulasse. Mais vous arrivez à lire ou pas? Top. Et après, le résultat est bidon.
Excuse-moi, Saban, vas-y, donc tu trouves quoi comme matrice? 1, 1, 1, moins 1. 1, d rond G1 sur d rond Y, 1, d rond G2 sur d rond X, 1, d rond G2 sur d rond Y, moins 1. C'est quand même sacrément faible. Et la question 2, donc encore une fois, cet exercice, c'est vraiment juste pour vérifier qu'on a compris le cours. Donc, tout le monde, vous êtes capable de le faire. Ne sortez pas, ouais, le calcul diff, c'est chaud. Ça, c'est pas pour sélectionner les meilleurs. Hein. C'est pour éliminer les gens qui n'ont pas travaillé. Donc, maintenant la question 2. Tu l'as faite, Saban, la question 2? Oui. Tu as fini les calculs? Je suis en train de faire les calculs, mais j'ai fait le petit 1 et le petit 2, je finis le calcul. Vas-y, ouais, fais, et regarde que tu trouves la même chose. Il y a Kenza et Inde, elles se tapent des barres de rire, je ne sais pas ce qui se passe, elles se moquent. Vous vous moquez de qui, Inde, là? Inde et Kenza? Vous voulez pas dire? Parce que Kenza, elle s'est levée, elle est partie. Je comprends pas ce que vous faites. Je vois que vous êtes drôlement détendu à 2 semaines des concours. Hein. Non, je rigole. Le mec, il veut mettre la pression à tout le monde. Je trouve ça assez étrange. Excusez-nous, on est vraiment désolé. Je te pardonne, Inde. Je te pardonne. Mais vous êtes cochambre, en fait? Vous êtes coloc? Non, mais ma cochambre est partie réviser chez elle, et du coup, Kenza est là. Du coup, Kenza squat. Ok, j'ai compris. Ouais. Ok. Alors, à part Saban, est-ce que quelqu'un l'a fait? Bah donc, Saban, tu connais Adrien, non? Saban, t'es... Ah non, toi, t'es à... Non, pardon. Saban, toi, t'es à Stanislas, c'est ça? Mais je le connais quand même. Enfin, il était à Stan avant. Tu connais tous tes compétiteurs, Saban, c'est bien. Tu connais tous les MP de France. Je le connais, c'est un classé 4822. Ouais, Bon. j'ai dossier sur tout le monde à peu près. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est parti. Alors, F rongé. Bon, F rongé, c'est pas très compliqué. Donc, je répète, hein, on a f de xy qui est égal à sinus x carré moins y carré. Je vais essayer d'aller vite dans les calculs pour faire le truc le plus intéressant que j'aimerais faire. Et g de xy, c'est égal à x plus y, x moins y. Du coup, ce qui a un sens, c'est f rongé qui a un sens, évidemment. Donc, f rongé de xy, c'est quoi? C'est sinus x plus y carré moins x moins y carré. Et ça fait, si on fait des calculs, sinus de 4xy. 4xy. OK. F rongé, c'est une application qui va de R2 dans R. Ouais. Du coup, la jacobienne de F rongé pris en XY, c'est une matrice de quelle taille, ça va? C'est une matrice 1, 2. Exactement, une ligne de colonne. Voilà. Et donc, la jacobienne, c'est la dérivée de ça par rapport à x. Donc, ça fait 4 cosinus fois 4xy. Est-ce que je dis une bêtise? Non. Et là, ça fait 4 cosinus. Est-ce que tu trouves aussi, ça va? 4y. Comment? 4y, pardon, excusez-moi. Oui, 4y. Et 4x. Et là, 4x. C'est toi, Arthur, qui m'a corrigé? C'est Arthur? Ouais. Je corrige pas. Quoi? Je te soutiens. Merci, Arthur. Voilà, mais j'ai cru reconnaître ta voix et j'étais pas sûr. Merci, Arthur. Karim, elle a dit, tu me déçois. Parce que j'ai fait une erreur de calcul. Et Karim, il n'a pas compris c'était quoi qui était en mathématiques qui était important. Je rigole, Karim. Donc voilà, on note ce résultat.
Donc ça, c'est la jacobienne de f rangé. C'est le petit 1. Et donc, on va vérifier ce résultat en utilisant le fait que la jacobienne de f rangé de xy, c'est aussi supposé être la jacobienne de f en g prise en g de xy fois la jacobienne de g prise en xy. On va vérifier ça. C'est nul, mais il faut le faire. Les CCP nous le demandent. Il faut qu'on chope les points. Et comme ça nous permet de vérifier qu'on a bien compris. OK. Donc, c'est parti. La jacobienne de f, qu'est-ce que c'était? La jacobienne de f. Alors, je vais tout effacer pour bien... on écrit ce résultat dans un coin de la feuille pour ne pas l'oublier. La jacobienne de f en g de xy, vu que la jacobienne de f, c'était une matrice, une ligne de colonnes, et que c'était 2x cosinus x carré moins y carré, hein, donc ça fait 2 fois x plus y fois cosinus à 4xy. Attendez 2 secondes, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Attendez. Jacobienne de f en xy, c'est égal à 2x cosinus x carré moins y carré moins 2y cosinus x carré moins y carré. Voilà, excusez-moi, parce que en fait, sur mon brouillon, je l'avais écrit hyper vite. Mais t'avais bon. Oui, c'était bon, mais justement, je vais vous expliquer d'où ça vient. Donc ça, c'est la jacobienne de f en xy. Du coup, la jacobienne de f prise en g de xy, c'est jacobienne de f. C'est égal à jacobienne de f prise en x plus y, x moins y. Donc, je remplace x par x plus y et y par x moins y. Ça me donne 2 fois x plus y fois cosinus x plus y carré moins x moins y carré, virgule, moins 2 fois x moins y fois cosinus, la même chose, x plus y carré moins x moins y carré. Super nul, hein, mais il faut le faire. Donc, ça fait 2 fois x plus y, ça fait cosinus 4xy, et moins 2x moins y, cosinus fois cosinus 4xy. Et il faut qu'on multiplie ça par... Alors, ça, c'est la jacobienne de f prise en g de xy. Du coup, jacobienne de f prise en g de xy fois jacobienne de f de g prise en xy, ça fait ça multiplié par la matrice 1, 1, 1, moins 1. Ça fait ça fois ça. Du coup, ça fait le premier coefficient, ça fait ça plus ça. Donc, les 2x s'en vont, il reste 2y plus 2y, ça fait 4y cosinus 4xy. Et ensuite, c'est ça moins ça. Donc, ça fait 2x moins 2x, ça fait 4x. Les y, ils s'en vont. Donc, ça fait 4x cosinus 4y. Cosinus 4xy. Waouh, abracadabra, c'est comme tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? En fait, derrière le calcul, il y a plein de petits pièges en fait.
voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas voir ça. En fait, la raison pour laquelle je vous le donne, c'est que c'est pas calculatoirement, c'est pas hyper intéressant, c'est pas non plus hyper dur. Mais en fait, c'est surtout d'un point de vue des concepts, on peut grave s'embrouiller entre des rongés, X, Y, en fait, d'après moi, quand je me suis remis, la première fois que j'ai commencé à enseigner le calculatif à éducatif, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, et j'ai trouvé ce truc, j'ai réalisé que si on ne faisait pas attention à tous les petits détails, on ne comprenait rien. Donc vous voyez, on n'écrit jamais, par exemple, jamais vous me verrez écrire DF. C'est DFA pris en X. C'est pas D rond F sur D rond X. C'est D rond F sur D rond X pris en A ou pris en XY. Mais jamais vous m'avez vu écrire D rond F sur D rond X. Il faut savoir où est-ce que je le prends. Parce que c'est archi important, parce que c'est quand j'aurai des composés, quand j'ai des composés qui rentrent en jeu, ça change beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez que D rond F sur D rond X en XY, en fait, le X ici, même si on l'a noté X, c'est pas le même. Le X ici, ça veut juste dire par rapport à la première variable. Alors que là, le X est fixé. On le note X parce que de temps en temps, c'est pratique. Mais en fait, psychologiquement, il faut se rendre compte, vous auriez pu le noter U ici. Et vous dites que je considère F comme une fonction de UV dans l'espace d'arrivée. C'est ce genre de choses où il ne faut pas vous tromper. Et je pense que cet exercice-là, bon, déjà, si vous le faites de A à Z et que vous vérifiez que les deux calculs sont les mêmes, bon, bah, déjà, ça veut dire sur les jacobiennes, c'est bon, vous avez compris c'est quoi le concept. C'est la matrice de la différentielle. Et en fait, tout est cohérent. Comme c'est des applications linéaires, c'est comme si on vous avait demandé de montrer que la matrice du produit de deux applications linéaires était le produit des applications, des matrices des applications linéaires. Oui, c'est évident, c'est tout le concept du produit matriciel, c'est que c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on a inventé le concept du produit matriciel. Pour que A fois B, ce soit la matrice de U rond V. Que la matrice de U rond V, ce soit la matrice de U fois la matrice de V, quoi, dans les bonnes bases. C'est ça tout le concept. Ok? Je referme la parenthèse de cet exercice-là et on va commencer enfin les mathématiques. Parce que là, ça, c'était pour rigoler. C'était pour que on reprenne confiance en soi. Alors, je voulais vraiment introduire une notion qui est moi en prépa, à laquelle en prépa je ne comprenais strictement rien, c'est la notion de gradient. Et c'est hyper important en physique. Moi, franchement, pendant 2 ans de prépa, de la fin, je pense en commençant en sup, le gradient, et en SP, bon, je le faisais, je faisais les calculs, des ronds F1, des ronds F sur des ronds X, et tout ça, mais je ne comprenais pas très bien le sens physique, et on m'expliquait, alors des fois mes potes me disaient, non, mais en fait, c'est le vecteur. Je vais vous le faire à ma sauce. Je vais vous dire comment moi, comment je conçois le gradient, et j'espère que ça va un petit peu vous aider dans la manière dont vous le concevez. Alors, déjà, peut-être le truc le plus important, c'est qu'en fait, la fonction sur laquelle on travaille, elle est tout le temps à valeur dans R. Alors, c'est tout bête, hein, mais en fait, on travaille uniquement, on parle du gradient d'un champ scalaire, de rien d'autre. Déjà, c'est un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc déjà, dans votre tête, dites-vous gradient, champ scalaire. Ce qu'on appelle un champ scalaire, c'est une application de Rn dans R, typiquement la température, la météo. Alors pour moi, la meilleure manière de représenter ce que c'est que le gradient ou le calcul différentiel de manière générale, c'est la météo. Vous voyez la dame qui présente la météo, il fait chaud, c'est rouge, il fait froid, c'est bleu. C'est une représentation très parfaite de ce que sont les différentes notions du calcul différentiel. Okay, donc on considère F de Rn dans R, dans la météo, c'est de R2 dans R+. Enfin, de R2 dans R, pardon. Au Maroc, c'est R+, mais en France, c'est R. Donc, on considère F de Rn dans R, on fixe A appartenant à Rn, on suppose que F est différenciable en A. Bah, du coup, on a DFA qui appartient à l'espace des applications linéaires de Rn dans R. OK? Pas mal, Quentin. Donc, un prof éducatif aussi qui fait des blagues de geek. Voilà, donc, DFA, L de Rn dans R. Du coup, et c'est là que normalement,
vous devez connaître ce théorème, et je pense qu'il est au programme, mais je ne suis pas sûr. De MP, j'en suis sûr. Mais est-ce que vous avez tous fait le théorème de Rice? Alors, le théorème de Rice, il vous dit quoi? Alors, il y a Sarah, car toi, tu n'es pas en retard, Sarah, tranquille. Ok. Elle vient à tous les séminaires, mais elle vient même au séminaire de sup, de terminale, mais elle arrive 3 quarts d'heure en retard à tous les séminaires. Bref, donc, on prend DFA qui appartient à L de Rn dans R. Théorème, vous ne le connaissez pas, tous, mais il existe un vecteur qu'on va appeler U appartenant à Rn, tel que, pour tout x appartenant à Rn, dfa pris en x est égal à U scalaire x. Et on appelle U le gradient de f pris en A. Alors là, vous allez me dire, fais pas genre Walid que ça c'est plus naturel que ce qu'on fait en physique. Non, ça c'est archi pas naturel. C'est la définition formelle qu'on fait en MP. Et je pense qu'on a fait aussi en PC, parce que je sais pas comment vous définissez le gradient en PC, mais c'est la définition formelle, on va dire pour l'instant, c'est pour essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient. Non, je sais, on va faire de la physique, ne vous inquiétez pas, mais après vous allez voir que, faites-moi confiance, vous allez voir où je vais en venir. Donc, U, c'est le gradient de f en A. Mais déjà, ça nous permet, oui, c'est le théorème de Rice, pardon, R-I-E-S-Z. Je ne sais pas s'il vient de hongrois ou je ne sais pas de quel pays, je ne sais pas. Théorème de Rice, mais c'est ce qu'on appelle, c'est un théorème qui dit que quelle que soit la forme linéaire de Rn dans R, il existe un vecteur, normalement il est même unique, mais on s'en fout, il existe un vecteur tel que dfa pris en x égale u scalaire x. Sauf que nous, la semaine dernière, par ailleurs, on a vu dfa pris en x, c'est quoi par rapport aux dérivés partiels de f? Tu t'en fous pas qu'il soit unique, hein, quand même, pour la définition. Non, on s'en fout pas, effectivement, c'est juste qu'en fait, mon point, on va pas le définir, comment dire, c'est pas la définition qu'on va le plus manipuler, mais déjà, c'est intéressant de comprendre pourquoi le gradient, c'est les différentes dérivées partielles. Déjà, on peut se dire, quel est le lien entre ça et les différentes dérivées partielles, comme on vous le donne en physique? Eh bien, pourquoi? À cause de ça, dfa pris en x, on l'a vu la semaine dernière, c'est la somme des quoi? Pour i variant de 1 à n, des d rond f sur d rond xi pris en a fois xi, où xi est la coordonnée de x. La i est une coordonnée de x. Donc, ça fait quoi? Ça fait le vecteur d rond f sur d rond x1, 3 petits points, d rond f sur d rond xn, scalaire x1, xn. On retrouve bien le U de U scalaire X. Donc le gradient, c'est ça. Déjà, alors là, on ne comprend toujours absolument pas qu'est-ce que c'est que le gradient, mais déjà, on comprend pourquoi en physique et le lien entre la définition mathématique et la définition en physique. Là, on peut dire, ah, ok. Et encore une fois, ça a un sens uniquement si F il a la valeur dans R. S'il a la valeur dans R2, c'est fini. Ça n'a plus rien à voir. On parle du gradient d'un champ scalaire. Donc, ce qu'on appelle scalaire, c'est la valeur dans R. Mais là, pour moi, là, c'est juste, on comprend le lien, mais on ne comprend toujours pas pourquoi en physique, il y a nappe là. Pourquoi cet opérateur prend autant de place dans toute la physique de prépa. Mais on va comprendre. J'ai mis trop de suspense, vous allez tous être déçus à la fin. Vous allez dire, oh, c'est ça ton truc. Mais bon, moi, j'ai trouvé que, personnellement, j'ai kiffé. Je vais essayer de vous faire partager ce kiff. J'aimerais bien que ça tombe au concours. Franchement, j'ai pas envie que ce soit juste pour le kiff. J'aimerais bien qu'il y ait un petit truc. J'espère que vous allez avoir un truc de calcul diff bien hardcore. Bon, donc, on comprend un peu mieux. Et maintenant, on va faire le vrai résultat. Donc, je répète, hein, ça montre que le gradient, c'est ça. Maintenant, je vais vous introduire la petite notion suivante. On considère, alors comment je vais vous faire ça? On considère une grandeur f de R2 dans R. OK? Donc, typiquement, la météo. Les températures sur R2 dans R. OK?
Maintenant, on va considérer une fonction U de R dans R2 qui a un paramètre T associe U de T et qui vérifie, on suppose, que pour tout T appartenant à R, F de U de T égale K qui est une constante. Autrement dit, je réussis à paramétriser ce qu'on appelle une ligne de niveau. En gros, sur toute la courbe rouge, là, c'est la même température. On pourrait voir ça, par exemple, les autres manières de voir le calcul diff, les altitudes. Les altitudes, c'est un truc hyper intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici une ligne de niveau. Donc c'est un ensemble de points du plan qui sont à la même grandeur, qui ont la même valeur qui par la valeur de f, c'est la même chose. Donc par exemple, si on considère une montagne, on imagine une montagne conceptuellement, l'altitude à chaque point de coordonnées x, y, j'ai l'altitude. Bon, on voit bien la montagne, en fait, c'est une somme, il y a plein de lignes de niveau comme ça. Ça, c'est l'ensemble des points qui sont à la même altitude. Et on peut écrire que pour tout t, f de u de t égale k. Égale 1235 mètres. Ou égale 15 degrés. OK ? Par exemple, si j'ai une source de chaleur au milieu, on peut considérer que les lignes de niveau, c'est des circonférences comme ça. En gros, si je suis partout, ma température va être uniquement une fonction de la distance par rapport à laquelle je suis à la source de chaleur. Donc bref, on considère ça, on écrit ça en maths. Je vais essayer d'en déduire quelque chose sur le gradient de f, sur la manière dont se compose le gradient de f. On est d'accord que le gradient de f, c'est un vecteur. En chaque point de R2, j'ai un autre gradient. Ici, j'ai un gradient, c'est un vecteur. Ici, j'ai un gradient, c'est un vecteur. J'ai envie de savoir, mais justement, j'ai envie de comprendre à quelle est la tête de ce vecteur. Eh bien, je vais dériver cette fonction. On est d'accord qu'ici, voilà, premier exo. Voilà, je vais vous donner un petit exercice, vous allez essayer de le faire vous-même. Que peut-on déduire? Qu'en déduire sur gradient de f pris en u de t? Alors, je vais vous donner une petite indication. N'oubliez pas que si f va de R dans R, on a f' de x. En fait, c'est df en x pris en 1. Des fois, je vous aide. En fait, le truc, c'est que parfois, vous avez des applications de R dans R, mais il y a un espace entre les deux. Et donc, il y a des formules, on ne sait pas toujours quelle formule utiliser. Moi, j'aime bien utiliser les formules sur les différentiels. Et le lien entre la différentielle et la dérivée tout court, c'est ça, n'oubliez pas, la f' de x, quand f est de R dans R, c'est la différentielle en x, mais pris en 1. Je reviens dans 3 minutes, on va corriger ça ensemble. En fait, je vais vous me dériver cette fonction, quoi. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, U, il est C1. Tout est C1. En fait, l'exo de calcul diff caché, c'est dérivez-moi cette fonction. F, on est d'accord que f rond U, ça va de R dans R. Donc, vous pouvez le dériver. Sachant que tout est C1, f rond U prime de t. Donc ça fait 0 parce que c'est une constante. C'est égal à quoi?
Ça, c'est un vrai exo calculatif. Et vraiment, souvenez-vous de cette astuce parce que ça tombe de temps en temps dans les épreuves. C'est-à-dire dériver des composés, mais sauf que les fonctions, ce n'est pas des fonctions toutes de R dans R. Il y a un espace au milieu qui s'incruste. Donc, il vaut mieux utiliser le formalisme des différentiels pour pouvoir s'en sortir. Comment on dérive ça? Celui qui me dérive ça a toute mon estime. How do you derivate this one? Quentin, t'as trouvé un truc? Je sais pas. Enfin, j'ai dérivé le truc déjà. Ah ouais, alors comment tu l'as dérivé? Vas-y, qu'est-ce que tu as écrit? Bah, c'est que j'ai dit que c'était U' de t fois f de U de t. Oui, mais F', ça veut rien dire. F va de R2 dans R. Elle est là le truc. En fait. Ouais, bah, la différentielle de f au point U de t. Ouais, mais non, mais ça, c'est une application linéaire. Tu vois bien que justement, c'est là tout le truc. N'utilisez pas votre intuition. Désolé, hein. Sur ce truc-là, soyez rigoureux. Ne la faites pas à la physicienne ou vous dites pas, justement, utilisez ce que j'avais écrit juste avant. Quel est le lien entre la dérivée et la différentielle? Vu que, je répète, lui, ce qu'il m'a dit Quentin, ce que quasiment tout le monde a envie de faire, vous dites, ouais, bah, c'est f' de U de t fois U' de t. Sauf que autant U' de t, dans la mesure où c'est une variable réelle, ça a du sens. Sauf que f' de U de t n'a aucun sens. Si vous écrivez ça sur votre copie, vous tapez la honte à toute votre famille. Hein. Très attention, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Hein. Est-ce que... Ouais, Nathan. Est-ce qu'on peut dire que f rond U, c'est une application linéaire de R dans R? Alors, pas du tout. Nathan, tu viens de me transpercer le cœur. F n'est pas du tout linéaire, c'est la différentielle Non, qui est une application linéaire. U non plus n'est pas linéaire du tout. U, elle est juste C1, c'est une paramétrisation. U de t, c'est ça. En fait, c'est je vais de R dans R2, et pour chaque t, ça me fait un point de R2. Et c'est ça, U de t. Et en fait, cette fonction, elle a ce site particulier que F a la même valeur. Mais il ne faut pas utiliser la règle de la chaîne. Alors, ce que tu peux, justement, il y a plusieurs manières de le faire. Donne-moi juste le bon résultat. Tu l'as fait, toi, ou pas, Luc? Non, enfin j'ai juste dit que c'était le produit scalaire de nabla de f de t, scalaire u de t. Bah non, c'est faux. Ah, ah. Ah non, attends. Scalaire u' de t. Voilà, mais pourquoi? Ça vient d'où? D'où tu me le sors, ce truc-là? Qui t'est cette carotte, Luc-là? Hein? D'où ça vient? Moi, ton résultat, il est correct, mais je veux juste que tu m'expliques d'où ça vient. Tout ça vient, je sais pas. Non, mais comment tu me l'as écrit? Comment tu l'as trouvé? C'était une formule qu'il y a dans ton cours? Ouais. Il écrit quoi dans ton cours? Ah, comment ça, il y a écrit quoi dans mon cours? Il y a écrit, Non, c'est dans le cas où ça fait 0 ou dans le cas général? dans le cas général. Ah, mais pourquoi? Ça vient des règles de composition de la différentielle. Hein? Alors, vas-y, ça va? Bah, on a dit que la dérivée, c'était la différentielle pris en 1. Très bien, donc c'est D. Pardon. C'est D F rond U. Pardon. D F rond. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit comme. Oui, pardon. D F rond U en T pris en 1. Et du coup, ça, c'est df de U de t. Très bien.
pris en Pris en 1. Non. Pris en D U de T. Enfin, c'est DFU de T, 2 pris en DU de T. Donc U'T, quoi. Voilà, alors, pris en 1. Pris en 1. Ouais. C'est ça, c'est bon. Vous avez vu comment c'est Vous avez vu comment c'est hardcore? 1000 notations. DFU de T pris en DUT en 1. Mais là, c'est juste. Là, vous avez les points. Le correcteur vous respecte, vous et votre lignée. Il se dit, ok, lui, c'est un mec chaud. C'est cool. T'as dit quoi, Saban? Bah, c'est cool. Ouais, pas mal. Franchement, les surèches, là, respect. Donc, on en est là. Sauf que DUT pris en 1, ça fait quoi? C'est U' en 1. U' de T en 1. Enfin, donc U'. Non, U' de T, justement. C'est U' de T. Ah oui, non, oui. U' de T, oui, du coup. C'est tout le concept. C'est DF de U de T pris en U' de T. Sauf que ça, vu qu'on connaît la définition du gradient par cœur depuis 10 minutes, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est U' de T scalaire à U de T? Non, pas scalaire U de T. C'est U' de T scalaire quoi? Bah justement, ce que nous a dit Luc, en fait, lui qui m'avait donné la bonne réponse, c'est juste la démonstration que j'aurais voulu qu'il connaisse. Scalaire grade de F en U de T. Ah oui, oui. Ok. Et là, maintenant, je trouve que c'est magnifique. Pourquoi, là, on comprend qu'est-ce que c'est que le gradient. Et donc ça fait 0. Donc, je répète. On considère un point. C'est quoi le gradient de la grandeur scalaire en ce point-là? Géométriquement, c'est quoi? Là, il est comment le gradient? Et, normal à ta courbe, enfin orthogonal. Il est orthogonal parce que U', c'est le vecteur vitesse. Le gradient, c'est le vecteur orthogonal à la courbe. Mais là, c'est sous la condition que ton vecteur vitesse soit non nul. Quoi. Ouais, absolument. Bah, sinon, le gradient, il est nul. Hein. En fait, si localement, ton U' il est nul, c'est que ton gradient il est nul. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de courbure. Donc, ce que je veux juste que vous... Est-ce que je viens de dire une bêtise? Pourquoi il n'y aurait pas de courbure dans les autres directions que celle de U de T? C'est un point en redressement. Non, t'as dit quoi, Alexis? Peut-être parce qu'il n'y aurait pas de... Il m'a perdu du coup. Tu avais dit qu'il y avait... Si ça s'annulait. Non, en fait, c'est si on prend un point dans lequel U' de T vaut 0, et j'avais envie de te dire... Pourquoi il n'y aurait pas de la pente dans les non, autres c'est juste qu'en fait, j'arrive pas à déterminer. On peut, dans ce cas-là, le gradient localement, si U' de T vaut 0, c'est que la différentielle... Qu'est-ce qu'on a écrit? Je réfléchirai à ce truc-là. Ça veut dire que si on est dans un point où la dérivée... Le gradient, on ne connaît pas sa direction. Quoi. Non, parce qu'en fait, il y a une différence entre le... Voilà. En fait, tu ne peux pas déduire le gradient de cette... Il y a un gradient en ce point-là. En fait, moi, je te parle du gradient de F en un point A. Après, moi, je te dis si on considère A tel que U de T égale A. Et dans le cas où la dérivée ne vaut pas 0, donc dans le cas où on prend un vecteur tangent, mais juste il faut que vous compreniez pourquoi je vous ai fait ce truc. Moi, ce que je vous dis, c'est que on considère, par exemple, vous êtes sur une montagne. OK? Et vous vous dites quel est le gradient de l'altitude en le point où je suis là, sur ma montagne. Ben, en fait, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à l'ensemble, à la ligne des points qui sont à la même altitude que vous. Et c'est aussi, finalement, le point, la direction qui va maximiser le dénivelé. Parce qu'en fait, quand vous regardez, si vous regardez,
l'endroit, vous considérez l'altitude. Vous considérez un point, vous êtes sur une montagne comme ça, vous êtes là. Et vous considérez l'altitude comme une fonction de R2 dans R. Vous vous dites, mais quel est le gradient de l'altitude à ce point-là? Ben, vous vous dites, alors pour que je le sache, en fait, je considère l'ensemble des points à la même altitude que moi. OK? Ben, le gradient, il sera perpendiculaire à cette ligne-là. Et finalement, ça rejoint l'idée que le gradient, c'est le vecteur qui va maximiser, en fait, mon dénivelé. Et c'est pour ça qu'en fait, imaginons, vous, en physique, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que le gradient, c'est d rond f sur d rond x1, c'est d rond f sur d rond x, et d rond f sur d rond y. Conceptuellement, si ces trucs sont très grands, ça veut dire qu'en fait, localement, à l'endroit où je suis, il y a des gros changements d'altitude. Si je bouge un tout petit peu, je suis dans un endroit où il y a une pente de ouf. Si là, c'est très grand, c'est que si je bouge un tout petit peu le x ou le y, mon altitude change beaucoup. Je suis dans un endroit où j'ai beaucoup de pentes. Et en fait, le gradient, c'est le vecteur qui va être perpendiculaire à la zone où les points sont de même altitude et qui sera de norme égale à la variation locale. Donc en fait, le gradient, c'est une quantification de la variation d'une grandeur locale dans la direction perpendiculaire des lignes de niveau. Je répète mon délire. Je vous dis, on considère une grandeur, si je vous dis, à Paris, le gradient de température, il est ouf. Je vous dis, il est trop balèze. Ça veut dire déjà que localement, la température, en fait, bouge beaucoup. Et ensuite, si je vous dis le gradient, par exemple, la température, ce n'est pas forcément le bon... L'altitude, c'est bien. Le vent, c'est une super manière de se le représenter, parce que le vent, c'est le gradient de pression. Donc, vous voyez, par exemple, dans les cartes, vous avez dû voir des fois la météo, quand il parle des anticyclones, il y a des lignes comme ça dans la mer, et il y a écrit, c'est les isobars, c'est les lignes isobars. OK? Donc, en fait, imaginons que vous avez un truc où vous avez des isobars comme ça qui sont parallèles. En ce point-là, le gradient, il fait ça. Donc ici, par exemple, il y a 1000 hectopascales et là, il y a 1100 hectopascales. Et bien, le vent, il va de là à là. Et il est d'autant plus balèze qu'en fait, la pression change rapidement. Et la direction du vent, c'est perpendiculaire aux lignes de pression, de même pression. Le vent est donc, le gradient de pression, c'est le vent. Le gradient de pression, en un point, c'est donc un vecteur qui est perpendiculaire à la ligne de points où la pression est égale, et de direction et de norme d'autant plus grande que la variation de pression localement est grande. Ça, c'est le gradient. Bon, Karine, j'ai l'impression que je vous embrouille là. Les PC, ils kiffent le gradient en physique. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Après, peut-être que je vous ai embrouillé. Et Walid, du coup, c'est pour ça qu'en physique, avec le gradient de température, on a un moins, parce que du coup, ça a du plus chaud, plus froid. Donc en fait, voilà, et en physique, le gradient, il y a un moins de grade de T, parce que le vecteur en question, c'est quoi qui vaut moins de grade de T en physique? c'est JQ, c'est le vecteur, le flux de température, en fait. Mais c'est le flux de quoi? Comment ça s'appelle exactement? C'est le la Fourier. Ouais, c'est la haute Fourier, c'est le flux de... Mais comment ça s'appelle ce vecteur-là en question? Ils appellent ça le vecteur comment C'est JQ, ouais. Vecteur densité de densité ou je sais pas quoi. Enfin. Nathan, justement, moi aussi en prépa j'étais comme vous, hein. Je connaissais juste J égale moins de grade T, mais je comprenais rien à ce que c'était. C'est pour une définition rigoureuse. Ça nous donne le sens de propagation de l'énergie thermique. T'as dit quoi? Qui a dit quoi? La loi de Fourier nous donne le sens de propagation de l'énergie thermique en fait. Ok, donc c'est un vecteur qui te donne la direction de propagation de l'énergie. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, en fait, effectivement, il y a un moins parce que c'est des zones chaudes aux zones froides. OK. Ouais. Et qui est d'autant plus grand, effectivement, que la différence de température est très grande. Non, Karim, j'ai compris que c'était le chapitre de la conduction thermique, mais je voulais savoir c'est quoi J exactement, genre, comment tu devais définir J, tu vois, quand je dis moins grade P, c'est le vecteur du vent, tu vois, c'est pour ça que je n'aimais pas la physique. Je vous dis, j'ai failli rater l'X à cause de la physique. Pour moi, c'était que du pipeau. C'était vraiment une discipline à laquelle je ne comprenais strictement rien.
mais je connaissais juste les trucs par cœur, Tech et Doc, et c'est tout. Donc bon, ouais Alexis. Moi, je suis d'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est-à-dire que, effectivement, si tu as une zone, toute une ligne où l'altitude est la même, le gradient, il va être orthogonal. Mais là, selon le choix de notre fonction U, pour définir ce truc, elle pourrait très bien avoir un point où la dérivée s'annule, auquel cas la démonstration, elle ne marcherait pas. Non, en fait, moi, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas en connaissant, si U' vaut 0 à cet endroit-là, c'est pas à partir de U que tu pourras déterminer la direction du gradient. Mais il y a un gradient quand même. Oui, mais le gradient, il serait quand même orthogonal, non? Oui, il sera orthogonal, mais tu peux pas le déduire de ça. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est juste qu'on peut pas on n'arrive pas à le démontrer avec ça, quoi. Voilà, moi pourquoi je parle de ça? C'est uniquement pour donner l'intuition de la direction du gradient. La question, c'est pourquoi le gradient, il est... en fait, j'aime vraiment bien, imaginons que vous avez une source de chaleur. On est d'accord que vous avez les lignes qui sont concentriques. Vous avez des cercles comme ça concentriques et sur chacune de ces sphères, vous avez la même température. Et le vecteur J dont vous me parlez, c'est le vecteur qui est orthogonal à la sphère en ce point-là. Vous prenez un point ici, vous dites où va aller J? Ben, J va être orthogonal à la sphère à cause de ça. Vous voyez quand vous me dites votre vecteur J là? Donc J conceptuellement, imaginons que vous avez une source de chaleur où la température ne dépend que de la distance par rapport à ma source de chaleur. Donc mes lignes de niveau, c'est des sphères. J'ai là 15 degrés, 14 degrés, 12 degrés, 1 degré. Plus je m'éloigne, plus c'est froid. Je prends un point, je regarde, mais J, il y va où en fait J? Eh ben, je dis, je prends ce point-là. Je regarde quels sont l'ensemble des points à la même température que ce point-là. C'est une sphère. Je regarde ce point-là, le gradient, il va être orthogonal à cette sphère. Il va être d'autant plus grand. S'il est petit, c'est qu'en fait, on est dans une zone où la température ne bouge pas trop. S'il est très grand, c'est qu'on est dans une zone où la température bouge grave. Mais en tout cas, sa direction, elle est orthogonale à la sphère. À cause de ça. Et moi, je trouve ça beau gosse. Voilà, c'est tout. Et si vous ne trouvez pas ça beau gosse, tant pis. Moi, je trouve ça beau gosse. Non, vous l'avez fait comme ça en cours ou... Parce que pour moi, honnêtement, je trouve que ça vous dites, ah, c'est pour ça. Moi, j'aime bien cette idée de sphère comme ça. Plus je m'éloigne, et quand je prends un point, il est où le gradient de température, le vecteur J dont vous me parlez? Et bien, en fait, c'est le point qui est perpendiculaire à la ligne de niveau, aux isothermiques, je ne sais pas si ça se dit ce mot, à l'ensemble des points qui sont à la même température. Isotherme. Isotherme, merci. Et voilà. Ça existe les isothermes, voilà. C'est le vecteur qui est normal à cause de ça, à cause de cette formule. Et Walid, j'ai pas compris pourquoi, le grade il est dirigé vers les valeurs croissantes. Alors, là, ici, on ne montre que la perpendicularité. Ouais. Mais après, tu pourrais me dire, oh, mais ça va dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Et c'est juste normal. À cause de, là, pour le coup, tu dois revenir à cette définition-là. Ici, imaginons que c'est positif. Ok. Et tu vois, imaginons que c'est positif, ça veut dire que je vais dans le sens des variations. Imaginons que je suis là. En fait, dx, c'est là, et dy, c'est là. Imaginons que ça et ça, c'est positif, c'est que mon vecteur, il a une coordonnée positive, une coordonnée négative, donc il va là. Ok. Donc si les coordonnées sont positives, je vais vers là où c'est le plus chaud, quoi. Ok. Là où il y a une croissance. Ouais. Ouais, Adrien, tu nous parlais, tu nous dis un truc? Non? Non, c'est bon. Alors, pour être totalement honnête, c'est pas un truc, j'ai pas vu un sujet de concours que sur ça. Mais ça, si. Ça j'ai déjà vu ça dans des sujets de centrale. Des trucs comme ça. En gros, l'utilisation de cette formule. Moi, mon point, c'est si vous deviez retenir un truc de ce qu'on vient de faire. Soit pour vous, le gradient, c'était totalement naturel et l'aspect intuitif n'a aucun intérêt. Auquel cas, ce que je vous demanderais de retenir, c'est montrez-moi que le gradient, remontrez-moi ce qu'on vient de faire.
Donc, introduisez une fonction U telle que pour tout t, f de U de t égale K. Apprenez à dériver cette relation. Ça, c'est hyper important, par contre. Vous avez une relation f rond U, c'est une fonction de R dans R, mais il y a R2 au milieu. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire F'. Okay, et donc, pour ça, j'utilise cette relation-là. Apprenez cette relation-là, s'il vous plaît. Ça. C'est 4 lignes, mais en fait, dedans, vous avez vraiment des trucs essentiels sur le calcul diff qui sont... et ça, vous avez le droit de l'écrire. Je te sens, Julie, tu es au bout de ta vie. Je vois, tu as fait ça. Julie, tout va bien? Bah, tu as coupé ton micro, mais c'est pas grave. Et tu disais tout à l'heure que ça maximisait, que le gradient c'était dans le même sens que le vecteur qui maximisait la dérivée. Comment on le montre ça? Alors, j'ai pas dit que c'est. Non. Il y a un sens, on va dire. En fait, la question, c'est ça veut dire quoi être. En fait, cette idée de maximisation, c'est à cause de ça. C'est en fait. Parce que la formule avec le produit scalaire, vu qu'on peut faire avec un Cauchy-Schwarz, et ça peut un rapport ou. Non, franchement, j'ai dû rajouter ce truc sous le coup de l'excitation. Mais en fait, pour le démontrer proprement, je ne serais pas capable de le démontrer là en live. Mais non. Non, en fait, c'est à partir de là. Le truc, c'est... Non, en fait, la bonne manière de le voir, c'est perpendiculaire aux isobars, aux isothermes, aux lignes de niveau, et de direction d'autant plus grande, de normes d'autant plus grande que la variation locale est grande. Voilà, ça c'est voilà. On peut déduire ça et de ça. Donc je répète, ça, si ces chiffres-là sont très grands, ça veut dire que vous êtes dans une zone où il suffit que vous bougiez un tout petit peu x et y pour que la grandeur en question bouge beaucoup. Et la direction de ce vecteur-là, c'est la direction qui est perpendiculaire aux lignes de niveau. Après, cette histoire de maximisation de dénivelé, j'avoue, ça c'est plus parce qu'en fait, vous n'avez pas un truc, la force c'est moins de grade de EP ou je sais pas quoi. Là, je suis pas très confiant en physique, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est le potentiel, ça, non? Non, mais non, non. Mon point, c'est que quand j'étais en prépa, je voyais tout le temps, il y a clairement un lien entre la variation de l'énergie potentielle et les forces et tout ça. J'apprenais ces trucs de manière mécanique et superficielle. J'en avais pas une compréhension hyper profonde. Je voyais que dans ma classe, il y avait des mecs, les mecs qui majoraient Ulm, pour eux, c'était genre... je voyais qu'on n'avait pas la même compréhension du truc. Je vois autant en maths, ça va, mais autant en physique, il y avait des mecs, j'ai des souvenirs de mecs, pour eux, genre il y avait une représentation mentale des phénomènes physiques que j'avais absolument pas. Donc j'ai pas du tout accroché avec cette discipline. Par contre, les maths, ouais, si. Et donc ça je vous dis... donc de ça, on ne peut pas déduire ce que je viens de dire, mais on peut déduire encore une fois, hein, pour bien se remettre les idées en clair. Déjà, on parle uniquement de gradient d'une fonction scalaire. C'est archi important. Je vous le dis parce que des fois, vous pouvez, ça ne veut rien dire le gradient d'une fonction qui n'est pas valeur scalaire. Donc, on parle du gradient d'une fonction en un point, qui lui-même sera donc un vecteur. Donc, le gradient d'une fonction en un point, il sera un vecteur. Qu'est-ce que fait ce vecteur? Ce vecteur, ces différentes coordonnées, c'est les différentes dérivées partielles de la grandeur. Et si on veut comprendre physiquement un peu plus ce que ça veut dire, c'est le vecteur qui est perpendiculaire aux lignes de niveau. Ce qu'on appelle les lignes de niveau, c'est l'ensemble des points tels que l'ensemble des points x, tels que f de x égale une constante. Et pour le montrer, on introduit un paramétrage de cette ligne de niveau. Et donc cet exercice est intéressant parce qu'il nous amène au calcul de la différentielle d'une composée, ce qu'on peut appeler le théorème de la chaîne, si vous voulez, il y a plusieurs manières de l'écrire. Et donc vous arrivez à cette fameuse relation qui est très intéressante parce que U' de t, c'est le vecteur tangent à la ligne de niveau, et donc le gradient, c'est le vecteur normal à la surface. Donc voilà pourquoi, dans le cadre, par exemple, de l'analyse du gradient de température, du gradient de pression, du gradient de plein de grandeur, en un point, je regarde quelle est la tête de la ligne de niveau, le vecteur sera perpendiculaire à cette ligne de niveau, et sa norme, ou en tout cas sa direction sens, et sa norme, est d'autant plus grande que les dérivées partielles locales sont grandes. Donc si on est dans un champ, si on est dans une zone où
la température ne bouge quasiment pas, bah, le gradient il sera quasiment égal à 0. Même s'il est perpendiculaire à la ligne de niveau, si ça bouge pas, ça bouge pas. Par contre, si on est dans un endroit où ça bouge beaucoup, là, un fort gradient. Walid, Ouais. est-ce que là, pour revenir au point, elle ne peut s'allumer qu'en un nombre fini de points. Enfin, je veux dire, Répète, tu m'as dit quoi? pour la fonction U, Ouais. on est d'accord, elle peut pas. La dérivée, est-ce qu'elle peut s'annuler sur un intervalle? Parce que sinon, avec la continuité du gradient, on pourrait raisonner pour montrer que c'est orthogonal aussi au point auquel ça s'annule. Mais en fait, le truc, c'est que. En fait, c'est que toi, tu me dis. Franchement, je ne sais pas trop. Là, tu me dis, mais on est dans un cas de figure où ça fait ça. Où en fait, U de T. Non, parce que si U' de T vaut. Non, j'ai dit une bêtise, Alexis. C'est pas possible que U' de T vaut 0. Si U' de T vaut 0, ça voudrait dire que je bouge plus, en fait. Ouais, mais c'est comme en physique, tu sais, l'énergie potentielle, tu peux avoir un truc comme ça, hop, et ça s'annule en un point. Enfin... Non, mais en fait, là, on n'est pas dans le bon truc. Dans ton cas de figure, quand on disait si U' de T valait 0, si U' de T valait 0, ça voudrait dire qu'à un moment donné, mon paramétrage, il bouge plus. U, s'il y a un paramétrage, en fait. C'est juste, quand T se balade, moi, je traverse des points. Et si U' de T vaut 0, ça voudrait dire que je reste au même point. Mais je veux pas, moi. En fait, si tu veux, ici, le fait que U' de T soit non nul, ça devrait être une condition de l'énoncé. Ouais, mais on pourrait quand même le paramétrer où il s'annulerait. Ça serait pas un bon paramétrage. Mais voilà, ce serait bizarre. Je fais un truc et puis après je reste 10 secondes là, et puis après je me rebalade. C'est chelou. Voilà. Oui, ouais. D'accord. Okay. En fait, cette histoire-là n'est pas très. C'est pas ça qui va jouer. Moi, en fait, franchement, pour être honnête, moi, c'est la relation que je trouve intéressante, c'est celle-là. Qui est dans chacun de vos cours. Mais pas forcément d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez tous fait avec le lien que si ça fait K, je dérive, ça fait 0. On l'a vu que c'était orthogonal le truc, mais je me rappelle pas d'avoir utilisé un paramétrage et avoir le polyscalaire de U' par le grade. Sinon, tu es obligé d'utiliser un paramétrage par contre, parce que sinon tu ne peux pas le montrer. Par contre, parce que tu dois bien utiliser que c'est perpendiculaire aux isobars, enfin aux lignes de niveau, il faut bien que tu introduises une ligne de niveau. Quoi. Bah, franchement, moi j'ai bien kiffé. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, j'ai pris du plaisir, comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La semaine prochaine, ce sera notre dernier séminaire. Vous voulez qu'on fasse quoi la semaine prochaine? Open bar. Vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait... Ou alors, si vous voulez, moi j'aimerais bien faire une séance où on traverse le programme officiel et on s'arrête sur quelques points chelous. Ouais, ça me va. Moi, en tout cas, oui, c'est pas mal ça. Bah, je vais faire le programme de MP parce qu'il inclut tous les programmes. Mais, et on va le parcourir ensemble. C'est un voyage fantastique. Vous allez voir, on va passer une bonne soirée. On va prendre le programme de MP et on va le parcourir et on va essayer de voir, voilà, les trucs qui pourraient nous poser des problèmes ou les trucs. Est-ce qu'on pourra pas? T'as dit quoi, Alexis? Est-ce qu'on pourra peut-être parcourir rapidement le début parce que ça on l'avait déjà fait, mais on n'avait pas pu finir le programme. Enfin, on avait fait la moitié. Non, mais là, j'avais fait un petit peu, j'avais improvisé ce truc. Mais là, on va essayer de le faire bien. Ouais. On va essayer de le faire bien et voilà. Je vais essayer de préparer un truc. Ok, les amis? Bon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous fais un gros bisou et je vous dis stressez pas trop. À la semaine prochaine. Faites des sujets pas trop durs et bossez votre cours. Oui, Inde. J'ai une petite question. Le séminaire précédent, on a montré que la différentielle du déterminant prisant l'identité égale à la trace. Ouais. Et on avait dit qu'on devrait s'attendre à ce résultat puisque la seule forme linéaire dans Mn de R, c'est la trace. Non, et j'ai totalement démenti ce résultat. Oh, bah ça, on va le faire en 2 minutes. Alors, c'est très... Alors, en fait, la manière la plus élégante, Inde, en plus, t'es pas en MP étoile, mais presque, tu vois, tu vas considérer un isomorphisme fille. Pas du tout. Non, mais regarde, est-ce que tu te souviens? Alors, on va considérer ça.
Nous, on peut montrer, donc à chaque matrice A, on va considérer la trace linéaire, trace de 1 point. Je répète, on prend une matrice A et on construit la trace linéaire qui, à M, associe trace de AM. Ça, c'est une forme linéaire. On est d'accord? Moi, je vais montrer que quelle que soit la forme linéaire, il existe une matrice A telle que la forme linéaire vaut trace de A point. Donc, on veut montrer que phi est comment? Je répète, exercice d'algèbre linéaire hyper classique qui tombe tous les ans au concours, si ce n'est pas à l'écrit, c'est aux oraux. Il existera quelqu'un qui l'aura vu. Franchement, ça tombe tout le temps. L'exercice en question, c'est montrer que toute forme linéaire sur Mn de R peut s'écrire trace de A point. Donc, trace de A point, ça veut dire que, quel que soit M, phi de M égale trace de M. Pas phi, pardon, je vais appeler la forme linéaire F de R égale trace de M. Donc, on considère une forme linéaire sur Mn de R, donc une application linéaire de Mn de R dans R. On montre qu'il existe une matrice A qui va donc dépendre de F, telle que pour tout M, F de AM égale trace de AF. Ça nécessite d'introduire cette application qui a à chaque matrice A associée trace de A point. Et montrer ce résultat, c'est montrer que phi est comment? Surjective, même pas bijective, juste surjective. Ah oui, c'est pas un unique, oui. Oui, on s'en fout. Et on montrer qu'elle est surjective. Mais comme les deux espaces sont de même dimension, il suffit de montrer que phi est comment? Injectif. Injectif. Sauf que si, maintenant, exercice, alors à la rigueur, forme linéaire, il y en a qui vont me dire non, mais en PC, c'est pas trop au programme, la définition d'une forme linéaire, c'est une demi-ligne. Donc, ne croyez pas que c'est chaud là, le concept. Par contre, ce qui est au programme de tous, c'est si pour tout M, trace de AM égale 0, que dire de A? Je répète, je vous ai donné une matrice A, pour tout M, trace de AM égale 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de A? En 8 secondes. 8, 7, 6. Et quoi? Pourquoi ça va, elle est nulle? On prend pour M les matrices élémentaires et on regarde ce que ça donne. Encore plus simple. Non, nous, on va aller droit au but. C'est un produit scalaire. Non, on prend M égale quoi? J'ai pour tout M, trace de AM égale 0. Franchement, la technique de Saban, elle est bonne. On prend les EIJ, trace de A fois EIJ, c'est AJI. Donc AJI égale 0. Voilà, Ridalali is back. On prend M égale transposé de A. Oui. A égale 0, parce que si M égale transposé de A, trace de transposé de A fois A, c'est la norme. C'est la somme des AIJ carrés. Et si ça fait 0, c'est que A égale 0. Donc ça veut dire que phi est injective, ça veut dire que phi est surjective. Donc j'avoue, c'est pas un exo trivial, hein, et là je suis allé très vite. Mais donc voilà pourquoi, quelle que soit la forme linéaire sur Mn de R, c'est forcément une trace en fait. Mais je souligne que tu me l'as très bien énoncé l'exercice de la semaine dernière, tu m'as dit la différentielle du déterminant en l'identité, c'est la trace, c'est exactement ça. J'ai une question, oui. Ouais, vas-y. Là, oui, je suis bonne élève. Une bonne élève, merci beaucoup. Vas-y, Alexis, t'as dit quoi? Là, la démonstration, je suis d'accord, tout ça, oui, je sais. Juste, je me demandais, là, on ne peut pas réfléchir avec le théorème de Ritz, avec le produit scalaire canonique. En fait, ça, c'est le théorème de Ritz, ça, en fait. Voilà, mais ça, c'est redémontrer le théorème de Ritz, quoi. Exactement, parce que le théorème de Ritz, pour le coup, il est vraiment de la lisière. Pour le coup, il n'est pas dans les autres filières. Et en fait, moi, je trouve ça plus utilisé que le théorème de Ritz. Ça, c'est vraiment utilisé. Mais je veux dire, si on nous demande de montrer ça, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème de Ritz et de dire... Non, mais de toute façon, on t'aiderait. On te donnerait une ou deux questions intermédiaires, tu vois. Ça va être, sauf à l'oral. Moi-même, je l'ai eu à l'oral sans question intermédiaire, si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être il y avait des questions intermédiaires, je ne sais plus. À l'oral de Centrale. Mais je l'avais eu, je me souviens. Et bon. Ouais, j'ai une petite question aussi, mais je pense que ça ne va pas intéresser les autres. Mais dis-nous. Sur la jacobienne, là, en fait, moi, j'ai genre pas du tout vu ça en psy. Enfin, on a fait un chapitre de calcul différentiel, mais genre, j'avais jamais entendu parler de ça. On va demander à notre spécialiste de la psy, Luc. Luc, Je suis d'accord avec Florentin. t'as pas fait la jacobienne? Non, je n'ai pas fait la jacobienne. Ah merde, je me suis enflammé tout seul. Ça a été peut-être avant, je pense. Mais vous êtes trop vos filières en carton. La jacobienne. Non mais après, en fait, le truc c'est que des fois, mais vous avez fait la différentielle. Ouais, ça on a fait. Bah, tu vois, mais en fait, tu vois bien que la différentielle c'est une application linéaire. Donc,
tu es obligé de te dire, mais c'est quoi la matrice de la différentielle? Ouais, non, bien sûr. Donc peut-être qu'en fait, on te l'a dit, tu l'as eu en exo, mais sans qu'on t'ait dit que ça s'appelle la jacobienne. Peut-être, j'essaie de me rattraper, hein, comme je peux. Non, mais après, c'était compréhensible quand même. Ouais, par rapport à ce qu'on a fait, ça c'est. Donc, Luc, t'as jamais vu la Déron FI sur Déron XI? Non, ça me dit rien. Mais après, le concept, il n'est pas compliqué à comprendre. C'est comme justement une matrice, c'est une application linéaire. Quoi. C'est comme c'est une application linéaire, elle a une matrice. Donc, après, franchement, l'exercice 1 MP que je vous ai donné, il n'était pas dur. Enfin, non. Voilà. Là, le truc d'après, le gradient, moi, je trouve ça. C'est ça, en fait, je trouve intéressant. Ce qu'on a fait à la fin, là, la dériver ça. Dériver ça, c'est important, les gars. Le produit des différentiels, tout ça. D'ailleurs, la démonstration de la règle de la chaîne, là. Non, l'hardcore, c'est la démonstration, il ne faut pas la connaître. Parce que, enfin, nous, on l'a vu avec un développement limité, alors que toi, tu as fait différentiel. Bah, moi, c'est plus facile. Moi, je préfère la mienne. Hein. Ouais, bien sûr, mais. Merci. Tu vois pas pourquoi. Enfin, déjà, f' de x est égal à la différentielle de f en x évalué en 1. Alors, ça, tu dois le savoir. C'est quoi alors, c'est le premier truc qu'on a fait au début du cours, Luc. Je t'ai dit quand f est différentiable, quand f va de R dans R et qu'elle est C1, qu'il y a x associe f de x, on est d'accord que la différentielle de x, c'est l'application qui a h associe f' de x fois h. Ouais. C'est ce qu'on a fait. La différentielle, c'est f de a plus h, f de x plus h, égale f de x plus f' de x fois h, plus petit o de h. Donc la différentielle de x pris en h, c'est f' de x fois h. Donc dfx, c'est l'application qui a h associe f' de x fois h. Et moi, je te dis donc f de x tout court, c'est dfx pris en 1. Ok, c'est bon. Je te dis ça parce que comme ça, tu fais le lien dans le cas où il y a un espace au milieu. Ouais. Ça, c'est une astuce du loup-garou. C'est une astuce un peu technique. Conceptuellement, c'est pas ouf, mais je peux dire, ça vous permet de ne pas avoir à utiliser le théorème de la chaîne, qui est quand même drôlement moche. Ok. Bon. Bon, les amis, franchement, je suis pressé de savoir ce qui va tomber au concours. Bon, j'ai pas la même excitation que vous êtes un peu stressés, moi je suis un peu excité. Je me dis, je suis pressé de voir ce qu'ils vont avoir. J'espère que ça va tomber dans les trucs qu'on a fait, quoi. On n'a pas le même enthousiasme, en tout cas. Ouais, je sais que vous, je pense, c'est pas pareil. Tu sais que le truc qu'on a fait, dériver le déterminant, ça donne la trace, la semaine dernière. On l'a fait le lendemain avec mon prof matin. Ah, t'as pu paraître pour un beau gosse, t'as levé la main et tout? Non, parce que lui, il a fait de manière plus ça. Il a d'abord fait de manière générale pour M quelconque, et après, il a dit, regardez, si on prend M là, comme identité, ça fait la trace. Mais il a fait les dérivés partiels ou il l'a fait autrement que moi? Il a fait avec la formule dégueulasse. Là. Bah, c'est dégueulasse, on est d'accord que c'est moche. Avec les... Ouais. Je me suis dit, Walid, c'est beaucoup mieux. Merci, Alexis. Non, mais moi, si vous regardez les anciens sujets de l'X, il y a écrit on accordera la plus grande importance à la concision, à la précision et à la concision des réponses. Je vous promets, il y a écrit pour la patrie, bon, l'X, ils sont dans un délire. Il y a écrit pour la patrie, la gloire et la science. Je ne sais pas si vous avez déjà vu leur logo. Bon, quand vous allez passer Polytechnique, ils vont vous donner des copies spéciales. Tout en haut, il y a le logo Polytechnique, blabla. Il y a écrit pour la patrie, les sciences, la gloire. Ouais. Et après, en dessous, il y a écrit on accordera la plus grande importance à la précision et la concision des réponses. J'essaie de vous donner des trucs un peu esthétiques, quoi, un peu beau gosse, pour que voilà, vous puissiez impressionner les gens de votre classe. Bon. En tout cas, les amis, je vous fais un gros bisou. Rendez-vous next week, 7h30. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît. Ouais, désolé, pour ce soir. Ouais, pas de souci, mais juste comme ça, on peut bien profiter. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ça marche. Ciao. Merci. Travaillez bien. Ciao. Salut. Salut. Salut, merci.